maintenant commencer le webinaire sur la capitalisation d'expérience, partie 5 sur la valorisation et la génération de changements. Ce webinaire s'inscrit d'abord, qu'est-ce que la capitalisation d'expérience? C'est vrai que c'est notre 5e webinaire, mais c'est bien de pouvoir répéter pour les nouveaux venus. Donc, la capitalisation d'expérience est un processus qui est systématique, itératif et participatif par lequel une expérience est analysée et documentée. Lors des premiers webinaires, nous vous avons expliqué comment cadrer votre expérience, comment la planifier pour connaître un petit peu tout le système, essayer de savoir avec qui vous allez la faire puisque c'est un processus participatif. Et dans le webinaire que nous avons eu sur la première phase de la mise en œuvre, il y a eu toute l'analyse et la semaine dernière, nous avons vu la documentation. Donc, les connaissances qui résultent de ce processus peuvent être partagées et valorisées pour générer des changements. Et c'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui, comment le faire, comment valoriser, comment s'approprier ce processus. Et juste pour rappel, donc, la capitalisation d'expérience est aussi connue sous d'autres noms. Parfois, on utilise systématisation, où on utilise processus de documentation, où on utilise le terme plus général knowledge management, mais ce sont différents noms pour vraiment travailler sur des mêmes activités. C'est notamment d'apprendre et d'améliorer nos pratiques au fur et à mesure de l'implémentation. Cette série de webinaires fait partie en fait d'un cours, un cours qui est disponible en ligne dans l'Académie numérique de la FAO. Et Elena partage avec vous d'ailleurs le lien, car ce cours existe en 4 langues, en français, en anglais, en espagnol et également en russe. Nous vous avons dit qu'à la fin du mois de juin, nous essayerions de mettre en fait en place le test final qui vous permettra d'avoir ce qu'on appelle un badge qui prouve que vous avez passé le cours. Mais ce n'est pas un badge qu'on obtient à la fin de tous les webinaires, mais quand on fait le cours en ligne. Et nos webinaires viennent en appui, ils vous expliquent de manière plus brève ce qu'il y a dans le cours. Le cours va beaucoup plus loin et c'est pour ça qu'on essaye de vous expliquer aussi quels sont tous les outils qui existent et qui sont disponibles dans ce cours. Donc, je vous invite à le faire dans la langue que vous préférez. Aujourd'hui, on est déjà arrivé au webinaire 5. Je serais bien curieuse de savoir qui entre vous a participé dans les 5 webinaires. Mais on a donc déjà parcouru pas mal de chemin dans le processus de capitalisation. On a préparé le processus, cadré et planifié. On a travaillé sur la mise en œuvre, collecter et organiser les informations, analyser les informations, documenter et partager. Et aujourd'hui, on est arrivé dans la partie valoriser, qui en anglais est appelée Generate Change et qu'on pourrait aussi appeler l'appropriation. Dans cette partie, on regarde l'adoption, l'adaptation et passage à l'échelle, ainsi que l'intégration. Tout d'abord, on regarde adopter, adopter, adapter et mettre à l'échelle. Alors, pourquoi on a besoin de passer par ces différentes phases? Parce qu'en fait, une fois que vous avez documenté votre expérience, votre capitalisation, il ne faut pas que ces résultats restent dans des armoires. En fait, le but de la capitalisation, c'est de partager justement les enseignements tirés. Et c'est de valoriser ces enseignements de manière à ce que soit en interne,
on améliore la manière dont on travaille, ou bien de permettre à d'autres d'utiliser cette capitalisation pour améliorer leurs propres initiatives. Donc, cette phase-ci de valorisation peut être aussi appelée l'utilisation de l'expérience. Mais avant d'aller plus loin, nous allons passer en revue certains termes, n'est-ce pas, Alice? Oui, parce qu'effectivement, on parle de différentes choses. On parle d'innovation, on parle d'expérience, on parle de bonnes pratiques, pratiques prometteuses, pratiques inspirantes, best practices, success stories, études de cas. Il y a beaucoup de termes différents qu'on utilise lors du processus de capitalisation. Et ils ne sont pas forcément tous les mêmes ou ils n'ont pas les mêmes critères qui correspondent. Il faut faire un petit peu la différence entre ces termes parce que qu'est-ce qu'on veut vraiment mettre à l'échelle, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment et dont on est sûr que ça vaut la peine de faire la promotion de cette pratique. Par exemple, quand on parle d'une histoire de succès ou une success story, ce n'est pas forcément une bonne pratique. Ça peut juste être un exemple d'une activité qui a bien fonctionné dans un contexte spécifique, à un moment spécifique. Mais elle n'a pas forcément été répétée pour prouver que c'est quelque chose qu'on peut mettre à l'échelle. Ce qu'on veut mettre à l'échelle, c'est les bonnes pratiques. Mais qu'est-ce que c'est alors une bonne pratique, Sophie ? Alors, en fait, on va vous montrer que la bonne pratique, dans la slide suivante, la bonne pratique, ce n'est pas seulement une pratique qui est bonne. Parce que souvent, en fait, on a tendance à dire « Ah, c'est une bonne pratique parce qu'elle est bonne ». Non, en fait, il faut un petit peu plus qu'elle soit bonne. Il faut qu'elle ait fait ses preuves, il faut qu'elle ait permis d'obtenir de bons résultats et dès lors, elle est recommandée comme modèle. Et c'est une expérience qui est réussie, qui est testée et validée au sens large, qui a été répétée et qui mérite d'être partagée afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent l'adopter. Telle est la définition à laquelle nous avons abouti après beaucoup de travail en équipe et après de nombreuses années. Et pour l'instant, je trouve qu'elle tient bien la route. Mais Alice, alors, quelle est la différence entre une bonne pratique et une pratique prometteuse? Voilà, quand on parle d'une pratique prometteuse, on est en fait encore dans une étape antérieure à la bonne pratique, car c'est une pratique qui a démontré un niveau élevé de succès dans son contexte unique et la possibilité de réplication dans un même contexte est garantie. Donc, il y a déjà certaines preuves, mais on n'est pas encore arrivé au moment où on peut vraiment dire que cette pratique sera aussi bonne dans d'autres contextes. On a certaines données quantitatives qui sont disponibles pour montrer l'impact positif et cette pratique a le potentiel de devenir une bonne pratique si on va renforcer les recherches et les réplications pour garantir un succès quand on va l'adopter ou la mettre à échelle. Donc, ici, on est encore dans le processus d'apprentissage et d'amélioration de cette pratique avant d'aboutir à une bonne pratique. Et en fait, on va vous expliquer ceci dans un tableau. Tout ce que nous vous donnons comme information est repris dans le canevas sur les bonnes pratiques où on explique bien tout cela. Donc, en fait, le lien que vous avez dans le chat va vous permettre d'avoir accès directement à ce document. Donc, ce qu'on voudrait vous montrer, c'est qu'en fait, une pratique va évoluer. On commence par une expérience. On fait des expérimentations. On essaye d'innover. Il y a un petit quelque chose d'innovant. Puis, en fait, on va passer à une pratique prometteuse, puis à une bonne pratique. Et par la suite, on arrivera à une politique, un principe ou même une norme.
Pour vous expliquer un petit peu ce passage, nous avons pris en considération plusieurs éléments, c'est-à-dire le niveau de consolidation des preuves, combien de preuves on a, et ensuite le niveau de reproductibilité potentielle et d'applicabilité de ce stade. Donc, on va commencer par l'innovation, l'expérience. Quand on a une innovation, je ne parle une petite innovation ou une expérience, en fait, on a des preuves objectives qui sont minimales. On a fait des déductions à partir d'expériences et de contextes supérieurs. C'est celui des politiques, principes et normes que va nous expliquer Alice. Voilà, donc vraiment quand cette bonne pratique a fait toutes ces preuves, on peut arriver à des politiques, des principes ou des normes. Donc la pratique a été attestée dans de nombreux contextes différents. Il y a des études de réplication, des données quantitatives et des preuves scientifiques de cette pratique. Donc, il y a vraiment des preuves scientifiques qui vont démontrer que cela fonctionne bien. Pour la reproductibilité, ici, elle est systématique et largement applicable. Donc, on est vraiment au stade où on est sûr et certain de ce qu'on est en train de promouvoir est vraiment une bonne pratique dans différents contextes, différents moments dans le temps. Alors, on a mis en exergue la liste des produits du programme Gestion des connaissances et genres que nous avons présenté la semaine dernière. Nous les avons mis en ligne sur Yencasa et Elena les partage également avec vous. Parce qu'en fait, dans cette liste de produits, nous avons en fait l'évolution. Nous avons d'abord commencé par une innovation, c'était les boutiques d'intrants, le warrantage, la dose au pocket. Et donc, ces expériences ont été documentées, mais il fallait aller plus loin. Et donc, la somme de ces expériences, on a vu que c'était une pratique prometteuse, puis on a analysé et on a eu des bonnes pratiques. Et ensuite, on a eu on est passé à un programme national qui reprenait en la somme de ces bonnes pratiques qui s'appelle Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Et c'est d'ailleurs ce programme qui expliquait un petit peu ce passage. Comme on vous l'avait promis, Alice, quels sont les critères qui font qu'une bonne pratique est une bonne pratique? Voilà, donc on a déjà vu la définition, on a vu les preuves et les différents niveaux de preuves et de reproductibilité. Il est vraiment important de bien s'approprier des critères d'une bonne pratique. Parce que souvent, on parle d'une bonne pratique, même si on n'en est pas encore là, même si on est dans le stade d'une expérience qui a eu un peu de succès ou une pratique prometteuse, on utilise parfois un peu trop vite la terminologie de bonne pratique. Donc, quand il s'agit d'une bonne pratique, il s'agit d'une pratique et on fait ses preuves et obtenu de bons résultats. Elle doit être durable au niveau environnemental, économique et social. Elle doit être sensible au genre. Donc ici, on revient sur un point qu'on a déjà soulevé dans d'autres webinaires, mais si une pratique va être bonne pour les femmes, mais pas pour les hommes, ou l'inverse, il faut vraiment s'assurer que personne a des effets négatifs à cause de cette pratique. Elle doit être techniquement réalisable. Elle doit être le résultat d'un processus participatif. Donc, il faut vraiment savoir que les approches participatives sont essentielles et c'est elles qui permettent de générer un sentiment d'appropriation des décisions et des actions. Ensuite, la pratique doit être reproductible et
adaptable. Elle doit être adaptée avec des objectifs similaires, mais dans des contextes différents. Et dans certains cas, il y a un septième critère qui parle des risques. Donc, c'est une pratique qui réduit les risques et les catastrophes, mais c'est seulement quand c'est applicable. Donc, ça dépend un petit peu de l'expérience et de la pratique dont on parle. Donc, ceux-ci sont vraiment les critères qui peuvent vous aider à guider pour déterminer si votre pratique est une bonne pratique ou est en voie de devenir une bonne pratique. Voilà, nous clôturons maintenant cette partie sur ce qu'est une bonne pratique et comment est-ce qu'elle le devient. Pour maintenant reprendre un petit peu le parcours, pour arriver au passage à l'échelle, on passe par l'adoption, l'adaptation et puis le passage à l'échelle. Alors, l'adoption, c'est l'utilisation d'une nouvelle manière de faire dans un contexte différent de celui où il a été généré. Donc, par exemple, nous avons un groupement de femmes qui va visiter des femmes dans un autre village et celles-ci ont décidé de faire le séchage des mangues pour pouvoir les conserver. Et donc, en fait, elles montrent un petit peu leur système de séchage. Et le groupe des visiteuses, une fois de retour chez elles, vont décider d'adopter cette pratique. Alors, l'adaptation, en fait, là, il va y avoir des changements qui vont être apportés à l'approche pour la rendre plus appropriée à un nouveau contexte. Donc, par exemple, il est possible que les femmes n'ont pas exactement le même matériel que les femmes du village où elles ont été en visite et vont décider d'apporter quelques petits changements. Et donc, à ce niveau-là, on va avoir une adaptation par rapport à la pratique initiale. Donc, on va adopter, on va faire une petite amélioration, peut-être qu'il n'y a pas les mêmes données climatiques, il faut changer des choses, voilà. Et puis, ça va nous permettre d'arriver à des bonnes pratiques. Et le passage à l'échelle, il est axé sur l'adoption et l'adaptation des interventions de développement pour atteindre un plus grand nombre de personnes au fil du temps, pour avoir un impact qui ne soit pas que au niveau local, mais également plus large. Et c'est ce que nous allons voir dans les exemples et les diapositives suivantes. Voilà, donc Sophie a déjà un peu expliqué l'adaptation. Donc l'adaptation va de pair avec l'adoption. Donc dans la plupart des cas, tout ce qui est adopté devra également être adapté à son nouveau contexte. Donc quand on a une expérience, il est rare qu'il y ait un modèle unique qui va convenir à tout le monde. Non, on a des modèles qui ont fait leurs preuves, mais on va les adapter à des autres contextes, à des autres besoins des personnes qui sont impliquées. Donc, un adopteur va examiner s'il y a un besoin d'adapter selon les différences spatiales, donc le territoire, les ressources disponibles, les normes, les traditions sociales, les traditions culturelles et aussi les différences temporelles. Comme il y a des évolutions dans le temps, il y a aussi des évolutions dans les pratiques que nous allons adopter et adapter. Donc, le passage à l'échelle va consister à utiliser nos enseignements tirés, nos connaissances, nos innovations pour obtenir soit une couverture géographique plus vaste, soit on va essayer d'avoir des résultats plus rapides parce qu'on a expérimenté le tout et on sait comment s'y prendre. Et on peut aussi avoir un impact plus équitable. Donc voilà un petit peu différents types de mise à l'échelle. La mise à échelle inclut beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas seulement adopter une intervention à plus grande échelle et atteindre un plus grand nombre de bénéficiaires, mais on va aussi
viser à accroître l'impact des efforts qu'on est en train de faire. Cela inclut toute intervention qui va augmenter l'impact, y compris le renforcement des capacités, l'élaboration de politiques, le développement de nouveaux partenariats et l'expansion fonctionnelle de programmes. Maintenant, je fais un petit récapitulatif. Donc, l'adoption, elle peut être généralisée, planifiée ou spontanée. Et c'est l'utilisation d'une nouvelle façon de faire. L'adaptation, ce sont des modifications qui sont apportées à une approche pour la rendre apte à un nouveau contexte et elle doit tenir compte des différences spatiales et temporelles. Le passage à l'échelle, c'est augmenter le nombre de bénéficiaires. Il est axé sur l'obtention d'un plus grand impact en termes de réduction de la pauvreté dans le monde. Et maintenant, nous allons passer aux aspects de reproductibilité avec Alice. Donc, il y a certaines choses quand on est dans ce passage à l'échelle de nos pratiques sur lesquelles il faut réfléchir. On va réfléchir un petit peu aux ressources financières qui sont disponibles pour faire ce passage à l'échelle. On va réfléchir aussi sur la durée de l'intervention, sur le soutien qu'on a déjà ou dont on a besoin, comment on va gérer ça en interne et quel est le contexte dans lequel on veut le faire. Donc, on va réfléchir un petit peu comment on va le faire et dans quel contexte on va le faire. On voudrait vous présenter ici l'échelle de l'adoption. Alors, c'est un terme ici, quand on parle de l'échelle de l'adoption, ce n'est pas spécifiquement pour la phase d'adoption, mais c'est un principe qui est utilisé notamment en communication pour le développement. On l'appelle également ACAP en anglais pour Awareness, Knowledge, Attitude and Practice. Et donc maintenant, je vais vous présenter les différents échelons de cette échelle. Car cette échelle peut être tout à fait utilisée dans le cadre de la capitalisation, où on va gravir les échelons vers l'adoption. Donc, au premier échelon, nous avons une prise de conscience, c'est-à-dire que la personne qui veut faire de l'adoption prend conscience de l'existence des approches alternatives à la pratique actuelle. Puis, elle va passer à l'échelon de la connaissance parce qu'elle aura cherché des informations supplémentaires. Elle veut avoir plus de connaissances sur le sujet qui l'intéresse. Par exemple, ça peut être sur le séchage de fruits, parce qu'on ne veut pas seulement faire de la mangue, mais on veut faire d'autres fruits. Mais alors, quelles sont les conditions qu'il faut respecter pour faire le séchage avec des fruits différents ou des légumes différents? Puis, on va passer à l'échelon de l'attitude, parce que là, la personne va en fait évaluer, comparer une approche, elle va se forger une opinion favorable et va être prête à ce moment-là à passer à la pratique qui est l'échelon supérieur. Et donc, en fait, à ce moment-là, la personne qui va faire l'adoption va mettre la nouvelle approche en pratique. Voilà, comme ça, vous avez vu l'échelle de l'adoption et les différents stades par lesquels il faut passer. Mais il y a aussi un cycle de l'adoption, n'est-ce pas, Alice? Donc, comme vous avez vu, il y a plusieurs étapes et ça ne va pas du jour au lendemain. Donc, il ne faut pas s'inquiéter si tout le monde ne suit pas tout de suite et directement les bonnes pratiques que vous voulez partager. C'est complètement normal. Il y a même un modèle sociologique qui s'appelle le cycle de vie de l'adoption, qui a été développé sur base de nombreuses études pour montrer comment la diffusion d'une innovation au sein des communautés agricoles se passe. Comme vous voyez dans ce modèle, il y a 5 catégories avec des groupes avec certaines caractéristiques qui vont faire de sorte qu'ils ont besoin de moins ou de plus de temps pour adopter une innovation. On a certaines personnes, la minorité, qui sont des innovateurs, qui vont être tout de suite dans l'adoption de cette pratique.
Il y a une partie qui sont des adopteurs précoces qui vont suivre rapidement. Et puis, il y a une majorité précoce qui va suivre avec une majorité tardive. Et puis, il y en a toujours qui arrivent très tard dans ce processus et qui vont être un peu réticents d'adopter, mais qui vont finir par voir que cette pratique est vraiment meilleure de ce qu'ils font en ce moment et qui vont quand même l'adopter. Donc, vous voyez, il y a vraiment tout un processus avec différentes échelles à grimper avant qu'on arrive à l'adoption d'une pratique, mais il y a aussi le temps dont certaines personnes ont besoin pour être convaincues et pour s'y mettre. Ça change un petit peu d'un cas à l'autre. Alors, comme on vous l'a montré dans l'échelle de l'adoption, il y a des phases et des échelons à suivre, mais on peut aussi vous parler de caractéristiques clés qui sont intéressantes et à prendre en compte. Donc, et ces caractéristiques sont les suivantes. Est-ce qu'il y a un avantage relatif? Est-ce que cette pratique, cette expérience est compatible avec ce qu'on est en train de faire? Est-ce que ce n'est pas trop complexe? Est-ce qu'on a la possibilité de tester? Est-ce qu'on a bien observé? Est-ce qu'on a vérifié si c'était faisable au niveau économique? Est-ce que c'est acceptable socialement? Et est-ce qu'il n'y a pas des droits de propriété intellectuelle qui nous empêcherait de le faire. Donc, voir si effectivement on peut mettre cette pratique, on peut générer ces changements sans trop de difficultés. Voilà, ceci clôture cette première partie sur l'adoption, l'adaptation et la mise à l'échelle. Mais il y a quelque chose de très important qui est le plaidoyer, qui fait partie des bénéfices qu'on peut tirer de notre capitalisation pour générer des changements. Voilà, donc effectivement, le plaidoyer est un des nombreuses approches possibles pour générer des changements. Le plaidoyer est la promotion active d'une cause ou d'un principe qui implique des actions conduisant à un but spécifique et à des changements. Et on sait que beaucoup d'entre vous le font, surtout les organisations paysannes au niveau national sont fortement engagées dans le plaidoyer. Il faut bien savoir que le plaidoyer est plus large de ce qu'on appelle le lobbying, avec lequel il est parfois confondu. Ici, le plaidoyer va aussi englober la sensibilisation, la communication, les campagnes de promotion et la création de partenariats. Donc, tous des éléments clés pour pouvoir adopter une pratique à une plus grande échelle et pour s'assurer qu'il y a vraiment un processus qui va accompagner ces changements. Alors, le plaidoyer, il fait partie du processus et c'est pour ça que lors de la phase de mise en œuvre, quand vous aurez généré et documenté des éléments probants, vous pouvez penser à développer une stratégie qui va vous permettre d'atteindre votre public cible. Faire du plaidoyer, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. On n'a pas besoin d'avoir des experts. Vous pouvez le faire dans votre propre organisation. Simplement, nous allons vous donner quelques conseils pour vous assurer que le plaidoyer puisse se faire correctement. Alors, le premier, c'est avoir un objectif clair. Pourquoi est-ce que vous voulez faire du plaidoyer? Sur quoi? Vous voyez, on reprend aussi ce que nous avons fait lors du cadrage. Identifier les parties prenantes à la prise de décision. Donc, par exemple, si vous voulez faire changer quelque chose dans une pratique au niveau national, influencer des décideurs politiques et essayer de savoir exactement quel va être le processus pour les gens qui vont prendre ces décisions. Il faut avoir une petite stratégie et un ensemble d'activités qui vont vous permettre de persuader ces décideurs
Et pour ce faire, évidemment, il faut avoir des données probantes. Alors, on peut utiliser des résultats d'évaluation. C'est ici que viennent aussi les personnes qui font du suivi et évaluation. C'est important qu'elles puissent vous donner des données qui vous permettent d'avoir ces preuves. Et puis, si vous avez fait de la capitalisation, les enseignements tirés, les conclusions de votre capitalisation vont faire partie des données probantes que vous allez pouvoir utiliser. Et donc, il faut aussi avoir des personnes adéquates qui ont des bonnes compétences pour pouvoir transmettre ce plaidoyer. Donc, avoir des gens qui communiquent bien, mais peut-être aussi avoir la possibilité de mettre en valeur vos produits de plaidoyer. Alors, Alice, quelle est la différence entre des produits de communication et des produits de plaidoyer? Voilà, donc effectivement, il y a une différence. Quand on va regarder un produit de communication, on va voir que le message est clairement entendu, le public comprend le sujet et le public comprend le message. Les produits de plaidoyer vont plus loin. Le message est suivi d'un effet, le public sait quoi faire de l'information et le public est motivé à prendre des mesures suite au message partagé. Donc, ça va plus loin, ça va vraiment aller à une prochaine étape pour contribuer à cette mise à l'échelle et cette adoption de pratiques. Maintenant, nous passons à la phase d'intégration. On pourrait même appeler cela la phase d'institutionnalisation, c'est-à-dire rendre ce processus, institutionnaliser ce processus en interne. Et donc, en fait, c'est de l'intégrer dans les activités de votre organisation. Donc, l'intégration, c'est un terme qui est utilisé dans de nombreux contextes pour décrire les efforts qui visent à favoriser l'adoption de manière permanente d'un concept ou d'une pratique au sein d'une organisation. Et dans notre cas, il s'agit de faire en sorte que la pratique de capitalisation d'expérience fasse partie intégrante des activités, des stratégies et des processus opérationnels. Et donc, un des conseils que l'on donne, c'est de commencer par des petits pas. Donc, quand vous allez faire, par exemple, vos réunions d'équipe, plutôt que de se focaliser sur qu'est-ce que vous avez fait, essayez de voir un petit peu comment ça a été fait, pourquoi ça a été fait de cette manière-là, qu'est-ce que vous avez pu tirer comme enseignement. Et de cette manière-là, vous allez intégrer la capitalisation d'expérience à la manière dont votre organisation travaille, et votre organisation sera plus une organisation apprenante qui va partager et mettre en pratique les nouvelles connaissances tirées de ces expériences. Et cela de manière régulière, systématique et planifiée, car elle fera partie de la manière dont vous allez travailler dans le futur. Quand on parle d'intégration, on parle vraiment d'une situation idéale à laquelle on peut arriver à la fin d'un processus de capitalisation. Donc, comme Sophie a dit, pas par pas, les petits succès sont aussi des succès. On ne peut pas vraiment arriver à une pleine intégration d'un jour à l'autre. Mais quand on regarde une situation idéale, on peut revenir à ce cycle qu'on a vu aussi dans le premier webinaire, où cette bonne pratique et ce processus de capitalisation va être intégré dans le cycle des projets, dans nos procédures, méthodes et outils, exploiter systématiquement les enseignements tirés. Ça, c'est intégré dans les termes de référence de notre personnel. Il y a un programme de formation qui se met en place autour de cela et il y a une participation de tous les acteurs. Donc, ce sont tous des petites étapes qu'on peut aussi prendre un par un, mais si on arrive à une situation idéale, la capitalisation d'expérience est intégrée dans tous ces aspects de notre travail. Alors, il y a des avantages, évidemment, à l'intégration.
Et ces avantages reprennent un petit peu les bénéfices que nous avons exposés lors du premier webinaire, qui sont les bénéfices qu'on a à faire de la capitalisation d'expérience. Et je vais vous en citer 4 maintenant. C'est les équipes sont renforcées. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme on a fait de la capitalisation ensemble, on comprend mieux les tenants et les aboutissants, et donc il y a une plus grande motivation au sein des équipes. L'efficacité est accrue. Pourquoi? Parce que comme on essaye de voir là où il y a des problèmes, en fait, on va les résoudre, et donc ça va être un levier pour améliorer l'efficacité. L'efficience, parce qu'en fait, grâce à l'échange des connaissances et l'identification des bonnes pratiques, cela va permettre aux organisations de réaliser des gains de productivité. Et puis, ça va améliorer l'identité et la réputation, puisqu'en fait, on aura des stratégies de diffusion des savoirs et ça permettra d'améliorer l'image et l'attrait et l'influence d'une organisation, puisqu'on connaît tous les tenants, les aboutissants et la manière de le faire. Donc, les choses arriveront de manière claire, précise et très fluide. Alors, quelles sont les conditions, Alice, pour en fait intégrer tout cela? Voilà, effectivement, il y a certaines conditions qui doivent être mises en place pour pouvoir passer à l'intégration de la capitalisation au sein de nos organisations. Toutes ces conditions ne doivent pas forcément être là en même temps. Comme on a déjà dit auparavant, on peut faire les choses aussi étape par étape. Mais ce qui est bien, c'est de faire une petite réflexion. Où en est-on dans notre organisation? Quelle est la situation actuelle dans laquelle notre organisation se trouve? Est-elle prête pour ce processus? Quelles sont les mesures qu'on doit prendre pour se préparer à faire cette intégration? Et suite à cette réflexion, on peut établir un plan. Par exemple, il y a des conditions comme il faut qu'il y ait des ressources et un budget adéquat en place pour pouvoir faire cela. Il faut un système de gestion d'informations. Il faut une bonne compréhension commune de ce que c'est la capitalisation d'expérience. Il faut des processus organisationnels clairs pour pouvoir le faire et des capacités et compétences individuelles et organisationnelles. Donc, il y a pas mal de critères qui vont conditionner cette intégration au sein de votre organisation. Mais comme pour les autres étapes précédentes qu'on a montrées, on peut le faire petit à petit. Pour arriver à cela, il est important que vous fassiez un plaidoyer en interne. Donc, convaincre aussi vos collègues de participer à ce processus. Pour expliquer pourquoi c'est un processus important, pourquoi ils devraient bénéficier d'un soutien, ce qui peut être réalisé, et pourquoi c'est un processus nécessaire dans le cadre de votre travail, de vos objectifs, et de quel soutien vous avez besoin à l'avenir. Et comme on vous le disait, ça là importe d'impliquer des collègues qui travaillent dans le suivi et l'évaluation, ceux qui travaillent dans la gestion des connaissances, ceux qui travaillent dans la communication, peut-être plutôt visibilité, mais aussi de les impliquer. Et donc, c'est important de pouvoir montrer à chacun comment il peut contribuer et en quoi cette capitalisation en interne va être très utile. Donc, il faut sensibiliser, montrer les avantages et convaincre les décideurs au sein de votre organisation pour pouvoir être en mesure d'expliquer en quoi il est avantageux d'investir du temps et des ressources dans la capitalisation d'expérience. Ceci va nous permettre de vous présenter un peu différents types de capitalisation d'expérience. Et donc, on va passer d'un processus ponctuel à un processus qui va être complètement intégré. Et donc, comme on vous disait, c'est la politique des petits pas. Hein, il ne faut pas commencer tout de suite par intégrer tout. Donc voilà, on va vous donner des exemples maintenant. Et le premier, c'est Alice qui va nous le présenter. Voilà, comme souvent, la capitalisation d'expérience est un exercice ponctuel. Donc, beaucoup d'organisations
travaillent sur la capitalisation d'expériences de façon ponctuelle. Ils le font à la revue à mi-parcours d'un projet, ou ils le font quand ils voient vraiment qu'il y a une activité qui génère beaucoup de succès, ou ils le font à la fin d'un projet, mais ce n'est pas encore vraiment institutionnalisé. Quand on le fait de façon ponctuelle, il y a une volonté de tirer des enseignements d'un processus unique. C'est un exercice ponctuel qui nécessite de faire appel à des acteurs externes et internes. Le cadrage de l'expérience peut être ou pas prédéfini, et les connaissances acquises lors de la mise en œuvre du processus ponctuel profiteront à l'exercice suivant. Une fois qu'on a fait ces petits pas et qu'on a fait de la capitalisation ponctuelle, on peut passer au premier stade de la culture de la capitalisation. Et donc, il y a la volonté d'utiliser le processus pour instaurer une culture de capitalisation. Et au niveau des acteurs, il y a la participation de plusieurs types d'acteurs, internes et parfois en externe, et à différents niveaux. Et puis les projets et les thèmes font l'objet d'un consensus, et les enseignements qui sont tirés, les acteurs renforcent leurs compétences et la culture de capitalisation se développe. Ensuite, on arrive à des mécanismes de capitalisation qui commencent à être mis en place. Donc, c'est l'étape suivante. On va élaborer un plan stratégique pour la capitalisation des expériences. Il y a la participation d'acteurs internes et externes à tous les niveaux. L'organisation commence à mettre en place un mécanisme de cadrage systématique, et l'organisation tire profit de la pratique habituelle de la capitalisation. Et puis l'étape ultime, c'est en fait la pleine intégration. À ce moment-là, la capitalisation d'expérience est pleinement intégrée dans l'organisation. On a une participation systématique de tous les acteurs. Les expériences sont cadrées de façon systématique en fonction des objectifs organisationnels. Vous vous souvenez, cadrer, ça veut dire qu'on va vraiment décider pour qui, pourquoi, avec qui, et puis comment et quand. Et les avantages cumulés, là on obtient en fait des avantages cumulés de l'organisation apprenante. On a une véritable organisation apprenante. Voilà, avec ceci, vous voyez un petit peu quels sont les différents types de capitalisation. Mais il y a toujours des défis, n'est-ce pas, Alice? Il y a toujours des défis, comme on a déjà répété plusieurs fois, petit à petit, pas par pas. Mais aussi, il faut anticiper que pas tout le monde va penser comme vous, pas tout le monde va avancer au même rythme, et pas tout le monde va se sentir prêt à intégrer ce processus de capitalisation au sein de votre organisation. Ils le voient peut-être d'une autre façon, et ils auront besoin d'être convaincus, ou ils auront besoin d'un peu plus de temps avant de s'y mettre. Donc, ne vous découragez pas, c'est parfaitement normal. On l'a tous vécu. Il y a toujours des gens qui sont un petit peu résistants au changement à tous les niveaux, dans tous les différents contextes. Et il faut essayer de trouver une façon de convaincre et d'avancer petit à petit en montrant des bons résultats et des impacts. On peut toujours convaincre. Comme d'habitude, vous savez que dans le cours en ligne, et Elena va repartager avec vous le lien vers le cours en différentes langues. Donc, dans ce cours en ligne, nous avons la section sur les ressources. Et nous avons des ressources additionnelles, c'est-à-dire que vous pouvez évidemment consulter d'autres ouvrages sur le thème, mais on a également des outils de travail. J'ai vu dans le chat qu'il y avait des personnes qui voulaient avoir des exemples, et donc vous allez trouver notamment dans ces outils des exemples. Alors pour la leçon qui est adoptée, adaptée et passée à l'échelle,
on vous donne en fait l'explication du passage à l'échelle des bonnes pratiques de la FAO avec l'exemple du Niger. Et c'est d'ailleurs suite à ce programme Gestion des connaissances et genres que nous avons dressé la liste de tous les produits capitalisés. Et ces produits capitalisés, nous les avons partagés avec vous précédemment, mais peut-être que Elena pourra les rajouter. S'adapter au changement, l'utilisation d'éléments probants, tout ça, ce sont des petits outils de travail que vous pouvez utiliser. Alors, intégrer la capitalisation d'expérience, nous avons comment mettre en place un mécanisme de capitalisation pour favoriser une culture de l'apprentissage au sein de votre organisation. On a les conditions nécessaires à l'intégration. On a un exemple qui vient du Burundi, de Enabel, le pavage à Bujumbura. Et si on décidait d'aller plus loin, ça c'est quelque chose que F3E nous propose et prêt pour les réunions. Donc en fait, nous avons comme ça pas mal d'outils que vous pouvez consulter et qui vont vous permettre d'être plus sûr pour votre passage à l'échelle ou pour l'intégration au sein de votre institution. Et voilà, on arrive à la fin du webinaire d'aujourd'hui, mais on voulait encore vous informer du 6e webinaire. Donc, on aura fin juin, le 27 juin, à la même heure, à 11h, heure de Europe centrale, une discussion. Donc, ce ne sera pas une présentation telle que vous avez vu dans les 5 webinaires précédentes, mais on va travailler sur les conclusions, on va échanger, on va poser des questions et parler un petit peu des processus de capitalisation que vous avez commencé ou que vous aimeriez commencer prochainement. Donc, ça, c'est prévu pour le 27 juin. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous inscrire à travers le lien pour le Zoom.